On va parler transidentité, un sujet, ma foi, très complexe, en tout cas pour moi. Mais je pense que c'est important d'en discuter parce que j'ai des avis différents que d'autres, et en l'occurrence que psychodélique. Et c'est vrai qu'on l'a très rarement abordé sur cette chaîne, et j'ai très rarement justement, je veux dire, confronté son avis avec une autre opinion. Et je trouvais ça intéressant justement d'en discuter, d'en parler et d'échanger autour de tout ça, parce que j'ai l'impression justement que parfois il y a des mélanges, parfois il y a de la mécompréhension qui est en partie en fait légitime, parce que c'est un sujet nouveau, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, que même moi je trouve extrêmement complexe, et pourtant je m'y suis intéressé, j'ai lu des choses, que ce soit des articles, que ce soit des bandes dessinées d'ailleurs, hein. Casterman m'avait envoyé une bande dessinée sur le sujet. Voilà, j'ai vraiment essayé de comprendre, et je trouve que quand on n'est pas dedans, et avec évidemment l'éducation qu'on a, c'est vraiment très difficile à comprendre. Donc aujourd'hui, on va essayer d'un peu éclaircir tout ça, on va essayer d'un petit peu en discuter, de présenter peut-être une façon finalement que vous n'avez pas encore vue auparavant, et pour ça je pense avoir trouvé le thread qu'il nous faut. Bien entendu, comme d'habitude et sur tous les sujets, je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas, mais à le faire évidemment dans la politesse, la joie et la bonne humeur évidemment. Partagez l'amour et pas la haine. Bref, on se lance. Je vais contextualiser d'abord le tout. Donc, j'en parle aujourd'hui, alors pas seulement pour ça, mais notamment parce qu'on m'a envoyé un extrait de la dernière vidéo de Psychodélique. Alors, je ne l'ai pas vu en entier, parce que c'est pas les vidéos qui m'intéressent le plus chez Psychodélique. Je regarde de temps en temps encore Psychodélique, sur justement les dramas un peu YouTube, etc. Mais c'est vrai que là-dessus, pas tellement. Et c'est une personne qui regarde Psychodélique souvent, qui m'a envoyé ça et qui m'a dit putain, ça me dégoûte. Je me sens un peu, je me sens un peu blessé par ce qu'il dit. Et moi, je trouve, voilà, moi, Thibaut, je trouve ça un peu dommage, parce que je pense qu'effectivement, sans s'en rendre compte, il peut effectivement blesser des gens. Alors évidemment, c'est son opinion, hein, je la respecte totalement, mais je pense que justement, ça vaut la peine finalement de répondre à certaines de ces questions, et dont celle-ci. Je vous invite à mettre votre casque et à écouter ce qu'il dit. C'est juste ils sont ils sont dans le jeu de mots. Donc oui, pour recontextualiser, la C'est juste vidéo s'appelle « Le planning familial fait la promotion des hommes enceints ». Et en effet, je vous invite à aller voir la vidéo en entier. Il y a une affiche dans les plannings familiales en France qui dit qu'ils accueillent tout le monde, et même les hommes enceints, et le débat est là-dessus, d'accord ? C'est juste ils sont ils sont dans le jeu de mots. Ils sont dans le jeu de rôle. Non mais je suis un homme. Mais dedans ils peuvent procréer. Mais de venir à en nier, genre ouais mais non la science, hein, je suis un homme. Non ça marche pas. C'est ça le truc, ça marche pas. Au niveau de la biologie et de la science, ça marche pas. Parce que sinon tu pourrais pas tomber enceinte. Vous vous souvenez? C'est juste ils sont Et voilà, donc ça c'est l'extrait qu'on m'a envoyé. Moi j'ai pas vu toute la vidéo, je le répète encore une fois, hein. J'ai un peu discuté avec la personne qui me l'a envoyé. On a échangé, je lui ai demandé justement si c'était pas le contexte, etc. Si c'était pas, voilà. Et on est de toute façon pas ici pour juger. Je pense que justement la réflexion que Psychodélique fait ici est très intéressante, parce que je crois que c'est une réflexion que beaucoup de gens se font, et qui mérite finalement plus de réponses que juste ouais mais tu comprends rien. Donc on va en parler, et pour ça je crois que je suis tombé par hasard sur le thread qui me semble parfait. Bien entendu d'ailleurs, je vous le dis, je vous partage en dessous dans la description évidemment mes sources, donc la vidéo de Psychodélique, pas l'extrait, mais la vidéo en entier, comme ça vous pouvez vous faire votre propre opinion. Et donc on va discuter de ce thread, hein, d'un compte Twitter qui s'appelle le Dr Corinne, hein, qui se définit médecine polyvalente hospitalière. Tu es qui tu es, deviens ce que tu es, blablabla, voilà. Comme ça, vous savez tout. La non-conformité de genre, a thread disclaimer, je ne suis pas spécialiste du genre, je suis une femme née garçon en 1971, donc ça fait 51 ans maintenant.
enfin, je veux dire la personne à 51 ans. Je suis médecin et j'épluche la littérature médicale sur le sujet depuis environ 15-20 ans. Voici mon point de vue. Et moi, un thread qui commence comme ça avec voilà qui je suis et je vous partage ma vision de la chose, je ne peux que le lire et quand je trouve ça intéressant, je le partage. Avant toute chose, il est fondamental de comprendre que tout ce que nous savons de la biologie, du réel ou vrai, ou revendiqué comme tel, est une construction humaine moderne, un point de vue situé dans le temps et dans l'espace. Que saurions-nous de la vie sur Terre si la biologie avait été inventée puis décrite par une femme noire homosexuelle ? Cette simple hypothèse m'invite à nuancer les belles certitudes qui m'ont amené jusqu'à mes 43 ans. Je ne sais plus compter sur mes doigts, bien sûr. J'ai dit 51 ans, visiblement. Ou alors elle parle du moment où elle avait 43 ans. Je ne sais pas. Bien sûr, corrigez-moi dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas. En tout cas, pour ce qu'elle dit, ça, c'est effectivement un fait avéré, évidemment. Aujourd'hui, l'histoire, hein, c'est d'ailleurs la discipline historique, essaye de se défendre justement en étant la plus objective possible, c'est-à-dire en faisant un maximum abstraction de ses idéologies, de ses croyances, de son propre point de vue pour essayer de tirer des conclusions historiques réelles. Et donc sans a priori sur l'époque, donc c'est hyper important parce que par exemple le Moyen-Âge n'a pas toujours été traité, d'ailleurs le terme même Moyen-Âge vous montre à quel point on en a eu une image négative. Donc effectivement, les historiens aujourd'hui essayent d'objectiver un maximum l'histoire et de la voir telle qu'elle est. Mais c'est important que ce soit les historiens du futur, hein, mais aussi quand nous on regarde les historiens du passé, de savoir que forcément il y a des biais qui s'installent, qu'on le veuille ou non. Donc par exemple, nous sommes occidentaux, nous vivons dans un monde capitaliste, bah forcément nous avons une vision de l'histoire qui va peut-être être influencée par notre éducation, par notre façon de vivre, notre façon de penser, etc. etc. Donc ça, c'est normal. C'est un biais qui existe, je veux dire, partout, hein, même dans les sciences, etc. Surtout, mais évidemment, surtout dans les sciences humaines, mais même les sciences, on va dire, plus terre-à-terre, les vraies sciences, on va me tuer. Hein, si quelqu'un des sciences humaines tombe sur ma vidéo, il va m'assassiner, mais je crois que vous voulez, je crois que vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais donc les sciences, on va dire plus techniques, même elles peuvent être soumises à des biais en fonction de ce qu'on croit. Voilà, si on ne croit pas en la matière noire, par exemple, et qu'on étudie la matière noire, eh bien, on peut avoir des biais qui nous amènent parfois à nier des conclusions au profit d'autres. Voilà, c'est notamment ce qu'ont beaucoup de scientifiques qu'on a pu voir dernièrement parler, par exemple, du Covid ou des choses comme ça. Machin. Pour autant appartenir une société, c'est en être aussi l'héritière de son passé, de ses traditions et d'un certain nombre de lois, de conventions, d'usages dont effectivement certains mériteraient largement d'être questionnés. Pendant 43 ans, j'ai appartenu à une majorité normale, avec des guillemets, dont la tacite légitimité ne m'invitait pas à questionner le modèle. Aujourd'hui, je sais qu'il y a le modèle et la vraie vie, et que si le modèle permettait de bien vivre à 98% de la population, cela ne suffisait pas pour sacrifier les 2% socialement non conformes, aussi entre guillemets. Chacun doit avoir sa place dans la société et pouvoir y être bien. Et cette phrase, pour moi, elle est importante, parce qu'en effet, chacun doit avoir sa place dans la société et pouvoir y être bien. C'est quelque chose qu'on a vraiment tendance, je veux dire de manière générale, à oublier. Mais je veux dire, je pense que c'est pas propre à un certain type de personne ou à une certaine idée politique. Je pense que c'est de manière générale, on a tendance à oublier que c'est pas parce que tu penses différemment que tu ne peux pas vivre dans la société et t'y sentir bien, en fait. Hein. Et ça, de manière générale, si on l'intégrait tous, je pense que par exemple les débats politiques seraient beaucoup plus calmes. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'extrémisme, hein, que ce soit... moi, ceux qui me viennent en tête, évidemment, vu que c'est par rapport à mes propres biais, c'est peut-être les extrémismes religieux, conservateurs, etc., etc.
il y aurait beaucoup plus, je pense, de personnes nuancées et qui accepteraient les autres, et notamment les mariages homosexuels, par exemple, etc., feraient beaucoup moins de débats et beaucoup moins parler de lui si on était dans cette pensée-là. Mais donc, rien qu'avec cette introduction, en fait, je trouve ça déjà très intéressant parce qu'elle met, vous allez voir, elle va évidemment rentrer en profondeur dans le sujet, mais elle met face à face la biologie et, on va dire, la réalité. Donc, la théorie et la pratique. Et en fait, de ce que j'ai lu sur la transidentité, je pense vraiment que ce sont, en fait, c'est vraiment quelque chose d'important, en fait. C'est pas juste une question de théorie. La théorie, c'est très bien, d'ailleurs, hein, dans toutes les sciences, la théorie, c'est très bien, mais il y a toujours la pratique, et c'est un peu, voilà, en théorie, on est attiré vers le sol par une force, mais dans la pratique, c'est probablement 10 fois plus compliqué, et si on découvre ce que c'est, ça pourrait repenser la physique, etc. Donc voilà, théorie, c'est très bien, mais la pratique est toujours différente, et c'est important de l'incorporer. 1. Le modèle. Ce modèle est centré sur la fonction reproductive, qui permet la perpétuation de l'espèce et qui implique la rencontre d'un gamète mâle, spermatozoïde, avec un gamète femelle, ovule. Donc sexe chromosomique, XX sexe femelle, XY sexe mâle, sexe gonadique, ovaire égale femelle, testicule égale mâle. Sexe anatomique, caractère sexuel primaire et secondaire, vulve, vagin, utérus, trompe, ovaire, sein égale femelle, pénis, scrotum, testicule, prostate égale mâle, sexe physiologique, porter une grossesse, allaitement égale femelle, engendrer une descendance égale mâle. Donc là, en fait, on peut voir que, par exemple, pour la vidéo de Psychodélique sur le planning familial, ce qui intéressait, c'est qu'en fait, comment dire, lui, il parle finalement de sexe, on va plutôt dire sexe physiologique, d'accord ? Mais on voit que déjà, ici, il y a même, théoriquement, plusieurs sexes possibles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple, vous pouvez ne pas avoir des seins, mais quand même être une femme. Parce que vous avez une malformation, par exemple. Mais ça n'enlève pas le fait que vous êtes une femme, par exemple. Inversement, vous pouvez avoir des seins et être un homme, ça n'enlèvera pas le fait que vous êtes un homme. D'ailleurs, moi je suis un peu gros, j'ai des seins. Pourtant, je suis quand même un homme. Bref, désolé pour la petite parenthèse. Mais on fait aussi un peu d'humour ici, merde hein. Donc, déjà, ça c'est intéressant de le comprendre. Donc, même théoriquement, on peut parfois, les définitions évidemment varient. Et c'est pas parce que, par exemple, il y a des gens qui naissent avec deux sexes, vous savez. Parce que c'est une malformation, et ils doivent choisir le sexe quand il est jeune, et c'est les parents, je crois, qui choisissent, ou... Enfin, il y a en tout cas tous des questionnements, etc. Et bah, ces personnes, ça n'enlève pas qu'une fois qu'ils ont choisi un sexe, bah, ils auront ce sexe-là définitif, et que voilà, et on remet pas ça en question. Pourtant, on pourrait, dans la définition théorique, on pourrait. Sexe psychologique. Avoir développé une identité de genre féminine égale femme. Se sentir appartenir au groupe social femme. Avoir développé une identité de genre masculine égale homme, se sentir appartenir au groupe social homme. Sexe social égale expression de genre, donc utiliser des codes vocaux, vestimentaires, capillaires, traditionnellement attribués aux femmes, expression de genre féminine. Utiliser des codes traditionnellement attribués aux hommes égale expression de genre masculine. Sexe légal. Pour le système administratif et légal, toute personne née fille est dite de sexe féminin, marqueur de genre F, numéro de sécu 2. Alors ça c'est pour la France, en Belgique on n'a pas ça, donc vous vous compliquez vraiment la vie. Toute personne née garçon est dite de sexe masculin, marqueur de genre M, numéro de sécu 1. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est assez intéressant parce qu'en Belgique, je vous invite, si vous posez des questions sur... voilà, en France, il y a des débats qui existent et qui sont beaucoup moins virulents en Belgique, parce qu'en Belgique, la Belgique s'est vraiment construite, on va dire, dans le conflit, donc avec des gens qui, ne parlant pas la même langue, ayant des cultures très marquées, etc., ont toujours été relativement dans le conflit, et donc, on va dire, plus dans le compromis et l'acceptation, j'ai l'impression, en tout cas, que la France. Alors, ça veut pas... attention, hein, je ne dis pas qu'en France, tous les gens sont
discriminant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du coup, il y a beaucoup moins de scandales sur des détails comme ça qui sont finalement parfois des compromis ou juste ben voilà, accepter qu'il y a des gens qui pensent différemment ou qui se sentent différents qu'en Belgique, parce que par exemple justement ce marqueur masculin, féminin ou le monsieur, madame là au début des lettres, eh bien ça a été aboli à un moment donné et ça n'a pas fait de bruit spécifique en Belgique quoi. Voilà, ça n'a pas, oui, il y a eu effectivement une partie notamment des personnes un petit peu conservatrices qui s'est plainte en disant ouais, n'importe quoi, le monde devient woke, ok, mais ça a vraiment pas fait autant de bruit que ce que ça peut faire en France. Donc là, on vient de passer tout le côté théorique. Et maintenant, on va parler de la vraie vie. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant parce que effectivement, je pense que Psychodélique se place surtout du côté théorique. Et que parfois, il oublie que... Enfin, il oublie, non, je pense que simplement, il manque d'informations sur le côté de la vraie vie. Et je pense que c'est d'ailleurs... Voilà, je pense que c'est pas le seul. Je pense que c'est quelque chose qui, pour nous, je veux dire, personne qui nous s'entend... comment dire, aligné avec les conventions sociales, avec certaines conventions sociales, eh bien, en fait, on a beaucoup de mal à sortir de cet aspect théorique pour se mettre finalement dans l'aspect pratique. Donc, dans la vraie vie, sexe chromosomique, il existe de nombreuses situations n'aboutissant pas à un karyotype 46XX ou 46XY. Il existe des femmes XY et des hommes XX, sans compter toutes les variations du sexe chromosomique. C'est surtout connu des généticiens, des pédiatres, etc. Sexe gonadique. Avoir un génotype XX ne garantit pas la formation d'ovaires, ni un génotype de la formation de testicules. Ces gens existent, même si ce n'est pas la majorité. La réalité, ce n'est pas que la majorité. Et ça, c'est quelque chose d'important, en fait, que ce soit en politique, mais que ce soit même dans l'ordre des idées, des débats. C'est que on ne peut pas toujours faire que la majorité l'emporte. En fait, la majorité l'emporte, ce n'est pas la majorité écrase. C'est bien le principe d'une démocratie, d'ailleurs, avec différents partis, avec des compromis, avec des différentes idées. C'est que justement, en fait, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que même les minorités ne soient pas écrasées. C'est pour ça, d'ailleurs... Par exemple, que les conservateurs existent encore et peuvent encore faire, je pense, des manifestations où ils sont contre le mariage pour tous, par exemple, alors qu'ils ne représentent pas la majorité. C'est parce que même s'ils ne représentent pas la majorité, ça ne veut pas dire que tout à coup, ils n'ont plus le droit de parole et qu'on doit totalement faire abstraction de ces gens-là. Et je pense que ça c'est une opinion personnelle, mais je pense que chacun, nous faisons partie d'une minorité, mais à des niveaux différents. Et donc certains, ce sera peut-être sur des trucs cons, genre la minorité qui pense que, je sais pas moi, la minorité qui pense je sais pas, des trucs absurdes du quotidien ou qui croient à des légendes urbaines, par exemple, voilà, la minorité qui pense que sa maison est hantée, voilà, et que donc du coup il faut faire quand même un petit peu attention quand t'es chez toi. Et puis il y en a qui font partie de la minorité où, ben oui, effectivement, ils ont les chromosomes XX, mais ce ne sont pas des femmes, et puis bah voilà, et il faut vivre avec. Et donc moi je pars toujours du principe que quand ça n'attaque personne, que ça ne fait de mal à personne d'autre, en fait, bah, il n'y a pas de raison de faire chier, soyons honnêtes. Sexe anatomique. Avoir des ovaires ne garantit pas le développement des caractères sexuels primaires et secondaires femelles. De même, les testicules pour les mâles. Lire de très jolis témoignages d'Élodie Lenoir sur les filles Sika. Voilà, elle a partagé d'ailleurs le livre qui s'appelle « Tel que tu me vois » si ça vous intéresse. Sexe physiologique. Certaines femelles ne sont pas capables de porter une grossesse et ou d'allaiter. Certains mâles demeurent stériles. Et c'est là que c'est assez intéressant puisque là on rattrape en fait finalement ce que disait Psychodélique, un petit peu finalement. C'est qu'en fait, c'est vrai que s'il y a des femmes qui sont capables de ne pas porter de grossesse, on va dire que théoriquement, c'est possible qu'il y ait des hommes qui puissent porter des grossesses, en fait. Et en fait, j'avoue que moi-même, je m'étais pas posé la question, mais j'étais en mode, bon, ok, mais il parle d'autre chose quand la personne m'avait contacté par message.
Et cette personne m'a très justement souligné que, bah voilà, parfois, il y a des hommes, enfin des femmes, pardon, qui sont devenus des hommes, et qui pour autant peuvent avoir une grossesse, en fait, du coup. Et j'avoue que, vu de ce point de vue-là, en fait, bah j'avoue que, oui, du coup, il y aura des hommes enceints. Et, et franchement, c'est pas grave. Enfin, voilà. C'est pas grave et tant mieux en fait, je pense que les plannings familiaux font de la promotion dessus parce qu'on rappelle que les plannings familiaux, leur rôle c'est de s'occuper de tout le monde, qu'importe la psychologie, la pensée, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien là-bas. Et ils sont censés ne pas avoir d'a priori, être neutres et surtout en France puisque en Belgique, nous sommes un pays neutre, mais en France, c'est un pays laïque. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accepter, on va dire, tout le monde, toutes les croyances, etc. Pays des droits de l'homme, blabla, blabla. Donc, je pense que c'est vraiment le rôle, alors c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est vraiment le rôle, en fait, finalement, des plannings familiaux de s'adresser aussi à cette catégorie de la population. Mais voilà, après, c'est mon opinion. Évidemment, je vous invite à le commenter. Mais pour moi, je pense que Psychodélique, justement, dans sa vidéo, et c'est pour ça que je voulais rebondir dessus, je pense qu'en fait, il fait une erreur de jugement dans laquelle, en fait, il confond le sexe théorique et dans les livres, etc., dans lesquels on a essayé effectivement de faire en fonction de la majorité, donc voilà, de dire, ben voilà, une femme, ça a tels attributs, un homme, ça a tels attributs, etc., et puis basta. Mais qu'en réalité, la réalité est bien, bien, bien plus complexe, et que donc, oui, bah, alors moi j'avoue que j'ai pas d'histoire comme ça en tête, mais je suppose qu'il a dû exister un homme qui peut avoir des enfants parce qu'en fait il est pas totalement homme, il a des déformations, etc., qui font que, enfin, mais alors du coup, est-ce que ce sont des déformations, est-ce que, moi je suis pas médecin, donc je vais évidemment pas me permettre d'émettre de jugement là-dessus ou de faire une analyse, mais c'est que je pense qu'en fait ce qui se passe, on va dire, autour de la transidentité, c'est finalement, selon moi, accepter que le monde, c'est pas si simple que justement, voilà, que ce qu'on lit dans les livres, finalement. Qu'on lit dans les livres, qu'on apprend à l'école, que la théorie scientifique, finalement, a évidemment toujours des limites. Et que ces limites, c'est que on ne peut jamais tout savoir et que malheureusement, et heureusement aussi, parce que c'est ça qui est passionnant en science, c'est qu'il y a toujours des exceptions qui nous poussent en fait à mieux comprendre le monde et finalement à avancer et à trouver de nouvelles technologies, etc. etc. Bref, continuons. Sexe psychologique. La très grande majorité des individus sont cisgenres, c'est-à-dire qu'il existe un alignement de toutes les composantes du sexe. Ces personnes sont conformes de genre plus que normales. Une minorité de personnes sont transgenres, c'est-à-dire que toutes les composantes ne sont pas alignées dans le même sens. Le terme transgenre est un terme parapluie qui rassemble en réalité une grande diversité de trajectoires de vie. Derrière chaque trajectoire, il y a une vie, un être humain, que l'on comprenne ou pas le sens de sa vie, de ses choix et de ses besoins. Certaines personnes vivent très bien avec cette non-conformité de genre, elles ont simplement une façon peu commune d'utiliser les normes stéréotypes de genre pour exprimer leur personnalité, leur singularité. Mais pour certaines, cet écart entre leur identité sexuée, la façon dont elles se sont construites intimement en tant qu'hommes ou en tant que femmes, et le rôle qui leur a été attribué à la naissance est source d'un malaise. Ce malaise va de l'inconfort intermittent à une détresse permanente, dite dysphorie de genre, suffisamment intense pour vouloir ne plus vivre cela et parfois en finir avec leur propre vie. S'il vous plaît, ne faites pas ça, bien sûr, ne faites pas ça. Enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des aides, etc. Ne faites pas ça. Ma trajectoire et mes nombreuses recherches bibliographiques m'ont amené à distinguer deux trajectoires différentes. Les personnes transgenres, pour lesquelles un changement de genre, transition sociale puis légale, permet d'atteindre une qualité de vie suffisante pour avoir un fonctionnement, entre autres psychique, satisfaisant. Les personnes transsexes, pour lesquelles une modification des caractères sexuels corporels primaires et ou secondaires se révèle indispensable à leur survie. Je ne fais aucune hiérarchie, je décris simplement deux types de trajectoires différentes qui nécessitent, à mon avis, un accompagnement médical spécifique. Les premières nécessitent un changement de genre, la vie des secondes dépend d'un changement de sexe. Mais lequel ? Et c'est là qu'on voit la complexité de la chose, c'est quel sexe doit changer. Puisque vous avez vu que ce soit en théorie ou en pratique,
Il y a tellement de moyens, que ce soit je vais dire que ce soit physiquement, mais aussi que ce soit dans la tête, dans la manière de penser, dans la manière d'interagir avec les gens, dans la manière de s'habiller, etc. C'est, en fait, je pense que c'est d'une complexité infinie. Et je pense que plutôt que de le voir, je vais le dire plutôt, voilà, évidemment, il y a des gens qui vont dans les extrêmes, quels que soient les sujets. Évidemment qu'il y a des gens qui ridiculisent toujours, voilà, ils vont tellement dans les extrêmes qu'ils ridiculisent finalement le sujet qu'ils veulent défendre parce qu'ils arrivent à des... voilà, finalement, t'as l'impression qu'ils ont eux-mêmes pas bien compris le sujet, qu'ils le maîtrisent pas bien. Et donc, ils le ridiculisent. Mais je crois qu'il faut pas s'arrêter à ces gens-là, et je pense qu'il faut vraiment avancer et se focaliser finalement sur des gens qui... Enfin voilà, sur la complexité de la chose en fait. Et voir ça vraiment, pour moi, hein, c'est vraiment, je vois ça comme l'espace. C'est-à-dire que l'espace, par exemple, comme en ce moment, il y a beaucoup de découvertes spatiales, je ne sais pas si vous le suivez un petit peu, il y a beaucoup de découvertes spatiales, et je trouve ça passionnant. Parce qu'il y a plein de choses qu'on remet en question, il y a plein de nouvelles choses qu'on découvre, et ces nouvelles choses ramènent de nouvelles questions, etc. Je trouve ça génial. Mais du coup, effectivement, c'est infini. Et il y a des gens qui décrochent un petit peu en se disant, ouais, mais allez, puis ça servira à quoi? Puis au final, on étudie tout ça, mais bon, on n'arrive même pas à gérer notre planète, etc. Mais moi, je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut le voir. Il faut se dire, ok, en fait, on est en train de découvrir plein de nouvelles choses. Et ça nous montre à quel point le monde est complexe. Mais justement, pour moi, il faut se servir de cette complexité pour avancer et pour comprendre que, enfin, pour mieux se comprendre, non seulement nous, entre êtres humains, mais aussi mieux comprendre ce qui nous entoure. Et notamment, je pense beaucoup au rapport qu'on a avec les animaux qui ne cessent d'évoluer et pour lequel on commence à se dire que les animaux ont des pensées. Les animaux commencent... voilà, mais quand je parle d'animaux, c'est vraiment dans un sens hyper large. C'est aussi les insectes, c'est même les plantes. On arrive même à se demander si les plantes ne peuvent pas penser, si elles ne ressentent pas la douleur, si elles ne ressentent pas des sensations, etc. Et moi, je trouve ça passionnant, pas en fait, parce que je vois pas ça comme des barrières. Je vois pas ça comme quelque chose où justement, par exemple, si les plantes, on apprend qu'elles ont mal, on se dit, ben merde, on pourra plus jamais manger de plantes. Non, c'est pas ça, justement. Pour moi, ça revient à de nouvelles ouvertures, à de nouvelles façons de penser et à penser notre monde. Parce que, bon, voilà, par exemple, pour prendre toujours cet exemple des plantes, si les plantes ont mal, mais qu'on doit quand même les manger pour survivre, eh bien, ça veut dire qu'on doit développer une nouvelle philosophie où on accepte qu'on sera incapable, en tant qu'être vivant, de ne faire jamais aucune douleur. Mais si les plantes, elles ont mal, peut-être qu'on peut faire en sorte de pallier à cette douleur. Et si on arrive peut-être à faire en sorte que les plantes, à pallier à la douleur des plantes, peut-être qu'on arriverait à faire la même chose chez les humains. Donc voilà, bref. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée que j'essaye de développer, mais je pense que toute nouvelle découverte et toute nouvelle complexification en fait d'un sujet amène en fait à des nouveautés qui vont nous être forcément bénéfiques. Je ne pense pas qu'en fait, en découvrant de nouvelles choses et en complexifiant quelque chose, on va forcément en fait, se perdre et commencer à mettre des barrières là où il n'en faudrait pas. Ça, j'avoue que je n'y crois pas. Maintenant, évidemment, c'est mon opinion, et je vous invite évidemment à partager la vôtre. Donc le sexe social, pour peu qu'on s'y intéresse vraiment, en lisant un peu, on voit très vite que les normes sont très dépendantes de l'espace et du temps. Ce qui est vrai ici et maintenant ne l'a pas toujours été. À lire Le Rose et le Bleu, la fabrique du féminin et du masculin. Et ça c'est très intéressant puisque par exemple, avant, le rose était plutôt pour les garçons et le bleu plutôt pour les filles, notamment. Bref, petite anecdote historique. Sexe légal. Certains pays abandonnent les marqueurs de genre sur les documents d'identité, d'autres admettent un sexe légal neutre ou différent des seuls M et F. 3. Et pour l'avenir, qu'il s'agisse de PMA, de GPA et dans le futur de clonage, de greffe utérine, définir le rôle social des individus par rapport à leur partition dans la production sexuée, est-elle toujours pertinente ? Le sera-t-elle demain ? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thread d'ailleurs. J'aimerais quand même féliciter la personne qui l'a écrit parce que non seulement je trouve qu'il a l'air assez complet, assez neutre, mais en plus il termine par une question et bordel de merde, qu'est-ce que c'est chouette quand ça finit par une question. Pas d'affirmation ni rien, pas comme moi, hein, le gros con d'internet qui donne son opinion. On a autre chose et je trouve ça génial. Voilà. Du coup, merci beaucoup, hein, docteur Corinne, hein, pour cette explication. Je la trouve vraiment, vraiment hyper intéressante. Vraiment. Je trouve que justement, en fait,
j'allais dire les vidéos de psychédéliques, mais c'est pas vrai, c'est pas toutes les vidéos de psychédéliques. Mais en fait, je trouve qu'il y a, je vais dire, un questionnement que psychédélique a par rapport à justement tout ce sujet-là, donc la transidentité de manière générale. Alors j'insiste, hein, j'ai pas vu toutes les vidéos de psychédéliques sur la transidentité. Voilà, je, je ne lui jette pas la pierre, etc. Enfin, il n'y a pas de, voilà, hein, moi, vraiment, c'est juste, j'aimerais vraiment rebondir, faire vraiment le débat d'idées, quoi. Et je trouve que justement ces questionnements ne sont pas illégitimes parce que moi aussi, en fait, je me sens assez proche de sa position pour certains sujets. Dans le sens où moi aussi ça me dépasse en fait. Moi aussi je peux pas dire ça me dépasse, il y a des choses que je ne comprends pas. On me parle de choses, même que ce soit des hommes ou des femmes qui me parlent de bisexualité, d'homosexualité, d'attirance. Tout à coup il y a des attirances qui s'animent, alors qu'avant quand j'étais petit c'était surtout pas en parler, c'était la honte, oh là là, oh mon dieu il est homosexuel machin, alors qu'aujourd'hui ça s'ouvre. Mais en fait, moi j'ai plutôt une autre opinion où c'est plutôt, en fait, justement, même si je le comprends pas, je sens que, ça c'est quand même, il y a quelque chose de passionnant derrière, il y a quelque chose de plus profond que juste quelqu'un qui, allez, on va dire, par caprice, te dit ah bah tiens, moi aujourd'hui j'ai envie d'être une femme, donc je vais me mettre femme. Oh ben moi, j'ai envie de profiter des réductions dans la boîte de nuit, donc je vais dire que je suis une femme. J'ai vraiment cette impression qu'en fait, non, c'est bien plus complexe. C'est vraiment bien plus complexe. Et même s'il y en a qui font ça, peut-être pour ça, parce que eux, ça leur fait rire, ou parce que j'en sais rien, parce qu'ils veulent le moquer, ou parce qu'ils l'ont mal compris. En fait, je pense que vraiment, ça vaut la peine de se pencher plus en profondeur et de vraiment essayer de comprendre, de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Et en lisant, en fait, ce genre de thread, en lisant des trucs, des livres, des bouquins, des témoignages, des biographies de personnes qui en parlent, mais évidemment intelligemment, et qui en parlent pour le faire comprendre, en fait. Parce que c'est un sujet, qu'on le veuille ou non, qui est complexe aujourd'hui pour les personnes qui sont, je le disais, alignées aux valeurs sociales. Et je pense que c'est un sujet, c'est comme, voilà, je vais dire, les premiers laïcs, ou les premiers qui ne croyaient pas en Dieu, hein, qui ne se trouvaient pas alignés avec la société, et qui ont dû se battre et se faire comprendre et avoir des gens qui étaient croyants mais qui étaient prêts à les écouter et à les entendre et à se mettre à leur place. Et je pense que c'est un peu la même chose, hein, vraiment. Hein, je pense qu'on se rend pas compte, mais dans l'histoire, il a fallu des gens qui croyaient à fond en Dieu, mais qui se sont dit, bah tu sais quoi, ces mecs qui n'y croient pas, je pense que c'est intéressant de parler avec eux, de voir leur vision du monde et d'essayer de comprendre la manière dont ils en parlent. Et regardez, aujourd'hui, ce n'est plus une norme. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'acceptation, et c'est même, je vais dire, l'inverse, c'est presque... Enfin, pour certains, ça devient presque bizarre, en fait, de voir des gens qui croient en Dieu. Et je pense qu'en fait, tout ce cheminement, hein, vraiment mérite... Ici, je pense que ce sujet-là mérite aussi ce cheminement, parce que je trouve que ce thread montre très bien la complexité du sujet et à quel point en fait c'est pas juste une question d'avis, mais plus une question en fait vraiment de sentiment, de ressentiment et presque finalement d'humanité derrière. Vous voyez, c'est un peu bah en fait c'est humain ce qui se passe là. C'est pas, en fait c'est pas des gens bizarres, c'est pas des gens voilà, c'est pas des rebelles ou c'est pas des gens qui veulent se faire remarquer ou quoi. Non, ça existe. C'est juste qu'aujourd'hui on le remarque enfin et on se pose des questions dessus, et on ose se poser des questions dessus, on ose en débattre, on ose poser la question à ces gens, qu'est-ce que vous ressentez, et comment vous vous sentez, et pourquoi vous vous sentez comme ça, et je pense que ça ne peut qu'amener de bonnes choses. Je voulais aussi, avant de terminer cette vidéo, juste, parce que j'ai vu cet article, les tenues vestimentaires autorisées à l'école ne sont plus adaptées à l'évolution de la société selon l'UFAPEC, donc c'est l'Union francophone des associations de parents, qui considère qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, justement, les tenues à l'école, et c'est marrant parce que ça sort aujourd'hui, le jour où je décide de traiter ce sujet, mais les tenues à l'école ne sont plus adaptées. En effet, ils estiment qu'en fait, c'est trop strict. Et je vais vous lire en particulier, en fait, je vais lire en particulier ce paragraphe. Je pense que c'est celui-là, je le lisais, pardon, mais...
Donc c'est 2 paragraphes. Donc source de tension. L'étude confirme que les règles vestimentaires à l'école sont une source de malentendus, de tensions et parfois de conflits au détriment du climat scolaire, du bien-être de l'élève et des relations entre l'école et les parents. Si la majorité des répondants, école, parents et même les élèves, estiment que l'école doit fixer des règles sur la tenue vestimentaire en classe, et ça je trouve ça très intéressant, une moitié des élèves interrogés et près de 15% des parents jugent toutefois que le règlement d'ordre intérieur est trop strict sur cette question. Un certain nombre d'écoles pratiquent même des discriminations de genre, le port du short y étant par exemple autorisé pour les garçons mais pas pour les filles, etc. Et il n'y a rien à faire, vous voyez. En fait, cet article-là, par exemple, il est totalement lié avec ce qu'on disait avant, avec la fameuse sexualisation. Qu'est-ce que c'est que la sexualité, en fait? Qu'est-ce qui est vraiment garçon et qu'est-ce qui est vraiment fille? Parce que, voilà, si on prend la définition, une fille, elle peut avoir des enfants, un garçon pas. Du coup, il y a des filles qui ne sont pas des filles, mais qui sont des garçons, mais avec tous les appareils, et qui se sentent peut-être femmes, mais qui en fait sont des garçons parce qu'elles ne peuvent pas avoir des enfants, enfin, des trucs comme ça. Et ici, en l'occurrence, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, les garçons ne peuvent pas mettre de short à l'école, et pourtant, quand il fait chaud, putain de merde, moi je suis en jeans là, je peux être de chaud ici. Je me mettrais bien en slip, hein, putain. Mais voilà, justement, et c'est là où le second paragraphe est intéressant, parce que être en slip, c'est peut-être un petit peu extrême, n'est-ce pas? Pour l'UFAPEC, une majorité des règlements d'ordre de l'intérieur ne sont aujourd'hui plus d'actualité, plus en phase avec l'évolution de la société et la multiplicité des identités de genre. Les termes utilisés dans certains textes sont parfois trop flous et encore trop empreints de jugement de valeur, comme le recours à des formulations du type tenue correcte, décente, vulgaire ou provocante. Ouais, ça, vulgaire ou provocante, c'est vraiment dépassé, hein. Enfin, je trouve... Parce que vulgaire et provocante, à l'époque, c'était pour les prostituées, quoi. C'était dire, elle ressemble à une prostituée, et c'était exclusivement pour les femmes. Aujourd'hui, par exemple, faudrait peut-être utiliser d'autres termes, en tout cas. Face à ce constat, chaque école devrait lancer un débat interne sur ces règles afin qu'elles soient débattues, mieux comprises, voire co-construites avec les parents et les élèves, suggère l'UFAPEC. Quant aux écoles qui imposent un uniforme ou un code couleur aux vêtements, l'association n'entend pas se prononcer pour ou contre. Si la pratique peut avoir un intérêt en primaire pour réduire les inégalités et limiter certains excès chez les parents comme les enfants, pour les élèves de secondaire, l'uniforme semble être contre-productif. Imposer un uniforme évacuerait le débat sur les inégalités alors qu'elles subsistent, les adolescents étant inventifs pour trouver d'autres moyens de se distinguer, fait ainsi valoir France B, chargé de mission à l'UFAPEC. Les règles et les limites sont nécessaires à la construction du jeune et au vivre ensemble. Élaborer des règles en matière de tenue vestimentaire à l'école est un apprentissage pour les vies sociales et professionnelles. L'idée n'est pas d'imposer à l'élève un certain style vestimentaire socio-culturellement marqué, mais d'amener le jeune à comprendre que là où il évolue, des codes sociaux spécifiques sont à rencontrer, conclut l'association. Et c'est ça, je trouve cette conclusion vraiment nickel, vraiment, je la trouve carrée et tout. Ils disent pas, non, il faut laisser les gens s'habiller comme ils veulent, ils disent qu'un cadre est quand même important, mais qu'en fait, plutôt que d'imposer aux jeunes de s'habiller d'une certaine manière, il vaut mieux leur apprendre comment on s'habille dans telle culture et dans tel endroit. Et moi, je trouve que ça pourrait même être très intéressant parce que, en fait, dans différents pays du monde, on a différentes manières de s'habiller, différentes manières, en fait, de vivre. Et je pense que, inévitablement, en fait, ce qu'on apprend aujourd'hui, par exemple, en Occident, est très occidental. Et comme on a, logiquement, puisqu'on est en Occident, mais nous sommes quand même dans une envie d'ouverture culturelle, on a quand même envie de comprendre les autres cultures. Il suffit par exemple de regarder le nombre de personnes aujourd'hui qui s'intéressent au Japon, qui a une culture vestimentaire totalement différente de la nôtre, ou alors des gens qui s'intéressent même, au monde arabe, où là aussi, en fonction même des pays, on a des cultures différentes, etc. Bref, c'est vraiment, je pense, intéressant de creuser ce sujet. Et donc, je trouve cette conclusion vraiment bien amenée. Voilà, je voulais vous la partager aussi, puisque je pense que ça fait partie du sujet, et que ça peut même peut-être donner des éléments en plus pour vous, pour appuyer mon propos, qui est qu'effectivement, je pense que s'intéresser à la multiplicité des sexes, on va dire à la transidentité, etc., ça va nous amener à de nouveaux débats, et peut-être, dans le futur, à ce que la société devienne meilleure, et meilleure dans le sens où les gens seront peut-être plus heureux, et avec finalement pas grand-chose. Parce que vous savez, on se demande souvent comment est-ce qu'on peut rendre le monde meilleur, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le monde... comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens soient moins malheureux.
Mais c'est clair qu'en tout cas, si on continue à leur mettre des barrières aussi stupides, par exemple, que ah bah non, c'est pas bien de porter un pantalon là, parce que en fait, t'es un garçon, hein, et que ça rend la personne malheureuse, bah personnellement en tout cas, je pense que ça mériterait de faire un petit effort parce que c'est finalement quelque chose qui nous coûtera rien à la société et qui pourrait vraiment, je pense, améliorer la qualité de vie de certaines personnes. Bref, voilà. N'hésitez pas évidemment à vous aussi donner votre opinion en commentaire. Je vous avoue que j'espère que cette vidéo est assez claire. Je voulais faire une vidéo de 20 minutes, on est à 40 comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. C'était vraiment pour mettre en perspective enfin, voilà, ce que dit Psychodélique, parce que justement on a une opinion différente sur le sujet. Et c'est presque, voilà, j'ai pensé cette vidéo presque comme une espèce de réponse à ces questionnements. J'espère que d'ailleurs s'il la verra, bah ça va peut-être voilà, ça va peut-être lui permettre de mieux comprendre finalement tous ces sujets dont il parle et peut-être d'avoir une autre vision de ces sujets. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo hein, si vous la trouvez intéressante. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Et puis moi j'ai envie de terminer cette vidéo en disant, écoutez, soyez heureux et si vous pouvez être heureux sans faire de mal aux autres et avec des petits détails, putain, foncez. Ne vous attardez pas sur le regard des autres. Vivez comme vous le voulez. Tant qu'en tout cas, ça ne blesse pas les autres. Faites-vous plaisir, quoi. Hein, on n'a qu'une vie. Hein. Bon, allez, à bientôt pour de nouvelles actualités. La bise!